It gives me great pleasure to introduce Professor Atul Pathak. He's a cardiologist from the Pasteur Clinic in Toulouse. We go back a long way. We used to share an advisory board for Solvay nearly 15 years ago and met in all parts of the world. And I think that's why you may have invited me here to this Congress. But we really look forward to the new hypertension recommendations for the ESC 2018. Thank you. Thank you to both of you, Chairman. Je vais faire ma présentation en français, anglais, je ne sais jamais. Français? Français, allez, français. Pour les you can wear, you're wearing the helmet. Good. Donc en fait, j'ai essayé de rendre cette présentation la plus pratique possible, puisque vous savez que ce document, le document source fait à peu près 120 pages sans les références, et donc comme l'objectif c'est quand même que vous repartiez avec quelque chose de concret, j'ai essayé de travailler cela. En fait, les recommandations de prise en charge de l'hypertension artérielle, on leur a mis la pression avec cet essai qui est l'essai SPRINT dont vous avez entendu parler, qui est un essai très pragmatique au cours duquel, aux États-Unis, le NIH a décidé d'évaluer deux stratégies. Une stratégie agressive, prendre 10 000 hypertendus, les randomiser en deux bras et offrir à la moitié d'entre eux un traitement antihypertenseur qui permette de réduire la pression artérielle systolique à moins de 120 mm de mercure. Et l'autre moitié a été traitée de manière traditionnelle avec un objectif d'avoir une pression artérielle à moins de 140 mm de mercure. Les médecins ont bien fait leur travail, vous le voyez ici sur les deux courbes. Dans le bras intensif, la moyenne pour la pression artérielle systolique était aux alentours de 121 mm de mercure et pour le bras standard, 136, donc les médecins ont joué le jeu. L'essai a été arrêté prématurément, car le critère composite primaire, qui était un critère de morbimortalité, montrait finalement qu'il y avait un bénéfice à être traité de manière agressive, de manière intense, avec une réduction de 25% du risque relatif. Vous le voyez ici, moins d'événements pour les patients qui étaient dans le bras intensif. Et non seulement le critère composite, qui était un critère de morbimortalité, était positif, mais également le critère mortalité toute cause, vous le voyez ici, très précocement, dès la deuxième année, on observait une divergence des courbes avec un bénéfice pour le bras intensif. Et ça a un petit peu jeté l'émoi dans la communauté, puisque non seulement ça a envoyé le signal de dire qu'il faut traiter de manière plus agressive, plus intense, plus forte des patients hypertendus, que ce bénéfice se traduit par une amélioration de la morbidité mais aussi de la mortalité. Mais il y a aussi des critiques à l'égard de cet essai, et je répondrai peut-être au moins des questions et des réponses. Mais en tout cas, les États-Unis ont décidé sur la base de cet essai de changer la définition de l'hypertension artérielle, et désormais aux États-Unis, vous êtes hypertendu lorsque votre pression artérielle est supérieure à 13,8. Ils ont cassé le sacro-saint 14,9 pour passer à ce nouveau seuil. Alors, qu'ont fait les Européens? En fait, les Européens, ils ont eu la pression à cause de cet essai SPRINT, mais aussi pour d'autres raisons, et ils ont donc réfléchi à ces nouvelles recommandations. Donc, la première information, c'est que le diagnostic de l'hypertension artérielle repose toujours sur l'ancien seuil, qui est le seuil des 14,9. Autrement dit, vous êtes hypertendu si votre pression de consultation est supérieure à 140/90 en consultation, et vous êtes, on va dire, non hypertendu si votre pression artérielle est inférieure à ce seuil. Donc, le seuil n'a pas changé, on est resté au classique 14,9 pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. Deuxième message, il y a quand même eu une appréciation, parce que vous le savez, le risque de mourir de maladie cardiovasculaire lorsqu'on est hypertendu n'est pas un risque dichotomique. Vous ne mourrez pas si vous avez plus de 14,9 et vous ne survivez pas si vous avez moins de 14,9. C'est un risque linéaire. En fait, ce risque, il démarre très tôt, dès 115 mm ou 120 selon les études, 120 mm de pression artérielle systolique, votre risque croît au prorata de l'élévation des chiffres au-dessus de 120. Et ceci a amené, en fait, à proposer une nouvelle classification. Donc, le diagnostic de l'hypertension, vous avez plus de 14,9, vous êtes hypertendu, vous avez moins de 14,9, vous n'êtes pas hypertendu, mais il y a une nouvelle nosologie, et je vous ai juste mis ici, c'est quoi la pression optimale? Optimale, c'est moins de 12,8, normale, on va dire c'est entre 12 et 13 pour la systolique et 80 et 85 pour la diastolique. Mais je vous ai mis en rouge cette nouvelle item. La pression
normale haute. Qu'est-ce que c'est une pression normale haute? C'est une pression qui est entre 130 et 139 pour la systolique et entre 85 et 89 pour la diastolique. Pourquoi je mets en exergue cette valeur de normale haute? Officiellement, vous êtes en dessous des 14,9, donc vous n'êtes pas hypertendu. Mais en fait, si vous avez ce niveau tensionnel et que votre risque cardiovasculaire est très élevé, soit sur la base de l'évaluation du risque par le score, soit parce que vous êtes en prévention secondaire, et encore plus si vous êtes coronarien, alors ce type de niveau de tension artérielle nécessitera une intervention et vous obligera à mener votre patient à moins de 13,8. C'est pour ça que j'ai mis cela en exergue. Un patient à haut risque cardiovasculaire qui a priori une pression artérielle normale ou dite pression artérielle normale haute selon cette nouvelle nosologie nécessitera un traitement. Et donc, le diagnostic de cette hypertension artérielle, il repose sur deux nouveaux messages très importants. Si vous continuez à mesurer la pression au cabinet, ce qu'on fait tous, il faut la répéter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On considère que la 7e mesure consécutive est celle qui s'apparente le plus à la vraie pression artérielle de votre patient. Et pour essayer de s'affranchir de cette difficulté, ces recommandations forcent les docteurs à utiliser le plus souvent possible la pression artérielle en dehors du cabinet, soit avec la MAPA, soit avec l'automesure. Et c'est vraiment, je crois, le deuxième message fort de ces recommandations, c'est de dire au docteur, si vous voulez mesurer la pression, si vous voulez savoir quelle est la vraie pression de votre patient, il faut aller en dehors du cabinet, MAPA ou automesure. Et vous sont présentés sur ce tableau les seuils diagnostiques, eh bien, en dehors du cabinet, ce qui définit l'hypertension artérielle, c'est une valeur qui est un petit peu en deçà du 14,9, vous le voyez ici, 135,89, que ce soit pour la MAPA de jour, valeur de jour de la MAPA, ou que ce soit pour l'automesure. Donc c'est 14,9 au cabinet et 13,5, 8,5 en dehors du cabinet. Et il y a vraiment tout un chapitre sur pourquoi il faut valoriser la mesure en dehors du cabinet. Donc vous le savez, la mesure en dehors du cabinet, elle est fiable, elle s'affranchit de ce qu'on appelle l'hypertension artérielle de consultation ou dite de la blouse blanche, c'est-à-dire les gens qui ont une hypertension élevée au cabinet mais qui est normale à la maison. Mais la pression au domicile permet aussi d'identifier une nouvelle nosologie qui est l'hypertension artérielle masquée. Des gens qui ont une pression artérielle normale au cabinet mais qui est élevée en dehors du cabinet. Et ces patients-là, en fait, doivent être traités exactement comme des hypertendus classiques. L'hypertension artérielle masquée, c'est 20% des hypertendus ou des non-hypertendus que vous voyez en consultation. C'est-à-dire c'est des gens chez lesquels une atteinte d'organe cible va vous surprendre. Quelqu'un qui a une hypertrophie alors qu'au cabinet, la pression artérielle est normale. Quelqu'un qui fait des événements ou qui a des plaques vasculaires alors que sa pression artérielle est a priori normale, qui a une petite atteinte des organes cibles, eh bien ce patient-là, qui a une hypertension au domicile, devra être identifié et être traité. Et puis ensuite, tous les autres avantages de la mesure ambulatoire, vous les connaissez, l'identification de la dysautonomie cardiovasculaire chez le diabétique, l'identification de l'hypotension orthostatique, l'élévation de la pression de nuit pour ne pas passer à côté d'un syndrome d'apnée du sommeil, mais aussi s'assurer de l'efficacité du traitement sur l'ensemble des 24 heures et également évaluer le pronostic des patients. Donc vraiment un focus très important. Si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer ou d'adresser vos patients pour une MAPA, investissez ou demandez à vos patients de mesurer leur pression artérielle au domicile. Et donc ceci, une fois qu'on a défini les critères diagnostiques et la manière d'arriver au diagnostic, défini cet algorithme, vous avez une pression artérielle normale, même optimale, moins de 12,8, vous êtes tranquille, vous dites à vos patients, vous reviendrez dans 5 ans pour l'aspect pression. Votre pression est entre 12 et 13 de systolique et 8 et 80 et 85 de diastolique, vous répéterez la mesure de manière plus rapprochée tous les 3 ans. Et dès que vous êtes dans cette pression artérielle normale haute, qui est d'ailleurs souvent un facteur prédictif d'hypertension artérielle masquée ou qui peut être associé au risque cardiovasculaire accru, vous dépisterez l'hypertension artérielle masquée avec des mesures en dehors du cabinet. Et puis si votre patient a plus de 14,9 au cabinet, eh bien, il a une hypertension artérielle que vous confirmerez par des mesures en dehors du cabinet et que vous prendrez en charge. Deuxième grand volet, et on a la chance d'avoir Victor Aboyan, je pense qu'il vous en reparlera, c'est l'intégration de l'évaluation du risque cardiovasculaire dans la gestion de l'hypertension artérielle. Il ne peut pas y avoir de gestion dissociée du risque cardiovasculaire. La meilleure façon d'avoir une approche holistique dans la prise en charge de l'hypertension, c'est d'avoir une évaluation du risque cardiovasculaire de manière globale. C'est-à-dire, en fait, on revient aux fondamentaux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est le fameux tableau que vous connaissez, mais qui vous montre que quel que soit votre niveau de pression artérielle, lorsque vous cumulez des facteurs de risque ou lorsque vous avez une atteinte des organes cibles, eh bien votre risque cardiovasculaire augmente et cette augmentation du risque cardiovasculaire va justifier une prise en charge agressive non seulement de la pression artérielle, mais aussi des facteurs de risque environnants. Et là aussi, il y a quelque chose de très intéressant dans ces recommandations, c'est d'avoir fait le pas de côté. L'évaluation du risque cardiovasculaire, c'est bien sûr savoir compter sur les doigts de la main, hypertension, diabète, dyslipidémie, âge, obésité, mais aussi de prendre en compte ces nouveaux facteurs de risque, c'est-à-dire
les facteurs de risque psychosociaux, la dépression, le burn-out, le caractère difficile parfois de vivre avec une maladie lorsqu'on est déprimé, mais aussi des choses qui augmentent le risque cardiovasculaire et qui sont bien établies, l'existence d'une maladie auto-immune, l'existence d'une maladie inflammatoire chronique ou même l'existence d'une infection par le HIV. On en avait parlé justement avec le professeur Brian Reiner sur l'augmentation du risque qui peut être lié à la présence de cette comorbidité. Donc ces recommandations, elles font un focus sur la mesure, sur les objectifs diagnostiques, sur la mesure en dehors du cabinet, mais elle propose aussi une approche beaucoup plus globale qui intègre les facteurs de risque traditionnels avec cette évaluation du score de risque, mais aussi les facteurs de risque un petit peu nouveaux. Et puis dans les facteurs de risque nouveaux, et on a, vous savez, beaucoup parlé d'ethnicité durant ces 3 derniers jours, eh bien là aussi il y a un facteur correctif. Si vous êtes un immigré de première génération et que vous êtes d'origine par exemple nord-africaine, vous venez du Maghreb, eh bien il y a des facteurs de risque correctifs pour prendre en charge ce risque cardiovasculaire et moduler à la marge l'évaluation de ce risque cardiovasculaire. Donc le diagnostic c'est plus de 14,9, l'objectif c'est moins de 14,9. C'est moins de 14,9 pour tout le monde. Donc les choses sont relativement simples, mais il y a quand même une volonté de pousser la machine et d'aller un peu plus bas que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Donc le premier message, c'est le diagnostic, c'est plus de 14,9, l'objectif, c'est moins de 14,9. Mais ensuite, lorsque l'on regarde dans le détail, je commence par la diastolique, parce que c'est une diastolique à moins de 80 pour tous. Mais ne pas descendre à moins de 70. On sait que lorsque la diastolique descend à moins de 70, il y a ce fameux effet de la courbe en J avec une réaugmentation du risque cardiovasculaire lorsque vous baissez trop la diastolique pour différentes raisons, mais notamment hypoperfusion coronarienne et cérébrale. Donc, une diastolique à moins de 80, mais on ne va pas à moins de 70. Et pour la systolique, les choses sont simples. Vous commencez à traiter vos patients pour que leur pression systolique soit à moins de 140 mm de mercure. Si votre patient est jeune, donc la jeunesse pour la Société européenne de cardiologie est définie par un couperet à 65, on pourra en débattre, mais si vous avez moins de 65 ans, vous pousserez la machine et vous essaierez d'aller à moins de 130 mm de mercure sans descendre en dessous de 120 mm. Autrement dit, c'est moins de 140 pour tous, mais on va même essayer d'aller à moins de 130 pour les plus jeunes. Et puis pour les patients dits âgés, plus de 80 ans, on s'arrêtera entre 130 et 140. Donc il y a eu quand même un petit focus sur baisser les chiffres de manière un peu plus agressive. C'est moins de 140 pour la systolique, mais on va essayer d'aller jusqu'à 120 pour les plus jeunes et on s'arrêtera à 130 pour les sujets les plus âgés. Et au gré des comorbidités, vous voyez ici, on adaptera un petit peu cette stratégie. Donc on va dire que globalement, retenez 140-80, on va essayer d'être à moins de 140 et à moins de 80 pour tous. Et puis on adaptera cette stratégie, on ne descendra pas à moins de 120 pour la systolique, on ne descendra pas à moins de 70 pour la diastolique. Et en fonction des comorbidités, vous l'avez ici, il y a 2 petits bémols. Si vous avez une insuffisance rénale chronique, l'objectif c'est plutôt 140-80. Et sinon, diabétique, coronarien, ça sera à moins de 130-80. Alors ensuite, une fois qu'on a défini la mesure, les stratégies, les objectifs, eh bien comment tout ceci se combine. Encore une fois, j'insiste sur ces patients à haut risque que sont les patients qui ont une pression artérielle normale haute. Très rapidement, après avoir essayé de promouvoir l'adhésion aux règles d'hygiène de vie, on va essayer de traiter ces patients, surtout si leur risque cardiovasculaire est élevé. Et ça sera le cas finalement pour chacun de ces groupes de patients. On va traiter très rapidement, très fort. Et plus votre risque cardiovasculaire augmente, plus votre niveau de pression artérielle augmente. Quand vous avez une hypertension artérielle de grade 2 ou de grade 3, eh bien le recours au traitement sera beaucoup plus rapide. Comment on traite finalement? Là aussi, les recommandations ont vraiment simplifié les choses. Je crois qu'elles sont pragmatiques, ces recommandations. Si on doit traiter plus fort, plus vite, eh bien, il faut traiter de manière beaucoup plus agressive. Et ces recommandations préconisent pour l'ensemble des hypertendus de démarrer d'emblée avec une bithérapie fixe faiblement dosée. C'est-à-dire, au lieu de faire monothérapie, j'augmente ma monothérapie, je rajoute un traitement ou je passe à un autre traitement, si on démarre d'emblée par une combinaison, idéalement sous la forme d'un seul comprimé, et cette combinaison, elle comportera un bloqueur du système rénine et soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Si votre patient n'est pas à l'objectif avec cette bithérapie fixe, on passera à une trithérapie fixe, toujours avec un seul comprimé, où on rajoutera le médicament qui n'était pas présent. Si vous aviez IEC calcique, vous rajouterez un diurétique. Et si vous aviez IEC diurétique, vous rajouterez un calcique. Et en l'absence de contrôle tensionnel avec cette trithérapie fixe sous la forme d'un seul comprimé, le recours en 4e intention sera un recours électivement vers un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, idéalement spironolactone ou éplérédone. Et vous voyez donc que les bêta-bloquants, les diurétiques de Lenz, les antihypertenseurs centraux et les alpha-bloquants ont été relégués en 5e, voire en 6e position. En fonction des comorbidités, les stratégies varieront à la marge. Bien sûr, si vous avez une cardiopathie, vous êtes coronarien, eh bien votre stratégie initiale comportera des bêta-bloquants, mais
la stratégie ensuite d'accompagnement sera exactement la même. Si vous avez bien sûr de l'insuffisance rénale, on ira rechercher une réserve avec des combinaisons de diurétiques et vous savez que l'insuffisance rénale, c'est l'apanage des diurétiques de Lens. Si vous avez une maladie cardiaque installée, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou altérée, là aussi, recours au bêta-bloquant. De même que lorsque votre patient souffre d'une fibrillation auriculaire, dont je vous rappelle que c'est la première complication rythmique de l'hypertension artérielle, recours à un bradycardisant qui sera ici le bêta-bloquant. Donc schématiquement, il n'y a pas de place pour les bêta-bloquants, sauf en monothérapie ou en association, lorsque le patient présente une hypertension compliquée de cardiopathie. L'hypertension artérielle résistante, ça sera l'apanage du recours à la spironolactone. Et enfin, dans ces recommandations, il y a un déclassement des dispositifs médicaux pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. C'est un paradoxe, c'est le prix à payer des recommandations. Les recommandations ont été faites avant les 3 publications dans le Lancet qui ont montré l'intérêt de ce type d'approche. Ces 3 publications ont montré que la dénervation rénale chez des hypertendus non traités ou chez des hypertendus traités de manière modérée, en fait, était associée à une réduction significative de la pression artérielle. Vous le voyez ici, les 3 acronymes des 3 programmes en cours de développement montrent que ce soit un cathéter par radiofréquence ou un cathéter par ultrason, que ces stratégies ont la capacité de réduire la pression artérielle systolique et diastolique, non seulement de consultation, mais aussi mesurée de manière ambulatoire. Pour terminer, un petit mot avec ces diapositives qui insistent sur l'importance de promouvoir l'adhésion des patients au traitement médicamenteux. C'est un petit peu l'outil du pauvre, parce qu'on ne dose pas les médicaments de manière clinique. On a du mal à promouvoir des outils ou des gadgets pour s'assurer de la compliance des patients au traitement. Mais en tout cas, il y a eu un véritable laïus pour essayer d'impliquer les pharmaciens, les infirmières, les associations de patients pour promouvoir l'adhésion. Donc en conclusion, je crois que ce qu'il faut retenir comme message clé, c'est que les objectifs et les critères diagnostiques n'ont pas changé. C'est 14,9 pour tous. C'est essayer d'aller à moins de 14,9 pour tous de manière agressive, intensive, le plus rapidement possible, en s'appuyant sur des mesures en dehors du cabinet, en essayant de promouvoir le recours aux combinaisons fixes et en prenant en compte le risque cardiovasculaire global qui est devenu, à mon avis, la porte d'entrée de la prise en charge du risque en général. Merci pour votre attention. Thank you very much, Professor Patuk, for that excellent overview of the ESC guidelines for hypertension. Questions, please. Yes, here from the front. Alors, oui, merci encore pour la belle présentation. Moi, je voudrais poser une question, c'est que j'ai beaucoup de patients africains. Est-ce que dans les recommandations, les Africains américains, Africains du continent, les migrants, etc., est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques dans la première intention thérapeutique ? Merci. Effectivement, je suis passé un petit peu vite, mais il y avait cette diapositive sur... il y a un focus qui a été fait sur l'hypertension artérielle du sujet noir, où il y a une promotion du recours aux médicaments dont on sait qu'ils sont efficaces dans ce type de population, c'est-à-dire le recours aux diurétiques et aux inhibiteurs calciques, très précocement. Ça fait partie de ces patients chez lesquels vous pouvez même recourir à la combinaison calcique-diurétique en première intention, puisqu'on sait... Pas tellement que ces sujets-là ne répondent pas au bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, mais qu'ils répondent de manière différente. D'accord ? On a d'ailleurs illustré cela par des essais. Vous avez tous vu les données de l'essai dans l'insuffisance cardiaque pour les sujets de noirs américains. Donc il y a ce focus dans les recommandations européennes, inhibiteur calcique diurétique, et qui est repris dans les recommandations américaines, puisqu'ils traitent davantage de sujets noirs américains. Donc il y a un focus ethnique dans les 2 recommandations, américaines et européennes. Can I just comment on the treatment of black patients. I've been involved in a study called the Creel study, conducted in many African countries, looking at the best combination, either an ACE inhibitor diuretic or CCB diuretic or CCB ACE inhibitor. The results will be available in February to see which is the best combination. Yes, question at the back. Right at the back, please. Oh, yes. Okay. Un micro, s'il vous plaît. Yes. Bon, en attendant, je vais poser ma question. Oui. Merci beaucoup à tous pour cette très belle remise au point. Moi, je voulais poser la question pour les diabétiques, moins de 65 ans, 4 antihypertenseurs. Malgré tout, on les a tout juste à 140. On pousse pour ces patients-là ou parce que moi j'avais quand même la notion que après les études comme accord tension artérielle, on avait l'impression que ceux qui bénéficiaient le plus de cette descente, c'était quand même ceux chez qui c'était plus simple, un peu comme l'hémoglobine glyquée, et que ceux chez qui on est obligé d'empiler les traitements, on arrivait à plus d'effets secondaires et moins de bénéfices. Alors est-ce que c'est toujours vrai ou finalement non, moins de 65 ans, tant qu'on n'a pas le traitement maximum, on pousse ? On pousse.
parce que je viens d'un pays où on fait du rugby, on pousse, quand on est dans la mêlée, on pousse. Donc oui, on pousse à moins de 13,8, même pour ces patients-là, mais la question qui se pose, elle est triple. C'est d'abord, on sait justement des études dans la dénervation que ces hypertendus qu'on disait résistants, c'est-à-dire justement où il y avait 3, 4, 5 médicaments, 50% des hypertendus qui reçoivent 3 médicaments ne prennent pas leurs médicaments. Oui. Donc ça, il y a Quand on cet a aspect-là. vérifié ça, oui. Deuxièmement, chez les diabétiques, il y a l'enjeu de gérer l'hypotension orthostatique qui, chez ces hypertendus compliqués, où parfois on a recours à 3-4 médicaments. Donc parfois on a envie d'aller plus fort, mais on est souvent limité par l'hypotension orthostatique. Et troisièmement, c'est vrai ce que tu dis pour Accor, mais dans Accor, il y avait aussi cette stratégie de rajouter un traitement. Même chez quelqu'un qui était apparemment normotendu, ça apportait un bénéfice, mais il y avait un prix à payer. Sprint, Accor, et les recommandations montrent toutes que même si on veut aller plus bas, il y a un prix à payer qui est celui de l'hypotension, de l'aggravation de la fonction rénale et des désordres hydroélectrolytiques. Donc ça sera une stratégie où on pousse, mais avec surveillance. J'ai pas pu m'en empêcher, Atul. Tu aurais pu faire la présentation à ma place. Non, si. Jamais. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué aussi, parce qu'en médecine générale, on a du 180 pour l'HTA sévère, du 160 pour l'HTA modéré, du 140 pour l'HTA, du 135 pour l'ambulatoire de jour, du 130 pour l'ambulatoire de 24 heures, du 120 pour l'objectif. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est vrai que c'est pas fait pour simplifier la prise en charge en médecine générale. Deuxième petite remarque, c'est que dans ces recommandations, il y a peau de chagrin sur le bilan étiologique. Donc c'est vrai que ces recommandations ne seront plus utilisées pour le bilan étiologique. La moitié, c'est de la génétique. Et puis la troisième remarque, c'est que quand on veut arriver à un objectif thérapeutique, on y arrive. Déjà, les études anciennes, hautes, etc., montraient qu'on pouvait arriver à l'objectif. Et là, dans Sprint, on arrive à l'objectif de 121 mm de mercure. Ce qui veut dire que si dans une étude, c'est possible, dans la vraie vie, ça devrait être possible. Donc il faut vraiment. Donc c'est pas qu'on n'a pas les bons médicaments, puisqu'ils existent, on est à 121. Ça veut dire qu'il faut tout faire, patients et médecins, pour arriver à l'objectif thérapeutique qui est de plus en plus strict. Alors, peut-être un commentaire très rapide. Dans Sprint, je vous ai montré 120, 140. Okay. Sprint, c'est en fait, ils ont mesuré la pression artérielle en consultation de manière répétée avec un appareil automatique et ils ont quitté la pièce. Ils ont donné l'appareil au patient, ils ont dit bon, ça va mesurer la pression et je reviens. Les anglo-saxons appellent ça la unattended blood pressure. Et en fait, la unattended blood pressure, en général, elle est plus basse de 16 mm de la pression de consultation que l'on fait habituellement. Donc ceux qui étaient à 121 étaient en fait à 137 et ceux qui étaient à 136 étaient en fait à 152. Autrement dit, Sprint montre que de baisser la pression à moins de 14, c'est mieux que de la baisser à moins de 16. Et ça, on le savait. Donc ça, c'est juste une remarque. Tu as raison, c'est qu'il y a un signal qui montre qu'on est capable de contrôler la tension, on a les médicaments pour, on peut y arriver, mais Sprint, il y a quand même cette petite remarque critique sur la mesure de pression. On va passer à la... Okay, we've got to stop there. Thank you very much, Professor.